Miskin, il est triste. On commence, mesdames, messieurs, comme on commence souvent ces streams, comme ça. Ce qui nous intéresse, ça va pas être d'écouter Pascal Praud, rassurez-vous. Regardez bien, c'est fugace, mais c'est très frappant. Peut-être que ces règles qui ont pu être adaptées hier ne... Pascal Praud qui, dans un geste vigoureux, qui sait ce qu'il fait, hein, vraiment, dresse le petit doigt de sa main gauche et qui va, avec évidemment pugnacité, le fourrer dans sa narine droite pour aller en extraire, de toute évidence, je n'ai pas une autre manière de le dire, une crotte de nez, une rnouna. Hier ne le sont plus aujourd'hui. Pascal Praud, évidemment, contemple l'existence de cette crotte de nez. Hein, il la regarde. Les yeux dans les yeux. Une bataille de regards entre Pascal Praud et sa rnouna. Ah, il y a un petit sourire. On sent que Pascal Praud est en train de faire roulotter la crotte de nez sous son pouce, évidemment, pour en dégager son ongle, bien sûr. C'est pas fini. En tout état de cause, je crois. Ah voilà, il contemple maintenant la petite boule de crotte de nez qu'il a désormais entre 3 doigts, dans un geste technique. Hein. Que beaucoup de Français... Et voilà, l'autre narine demandait également un traitement de faveur. Toujours par deux, ils vont. Et voilà Pascal Praud en direct sous vos yeux ébahis qui vient de fourrer le même petit doigt dans l'autre narine. On voit quand même le doigt qui s'enfonce d'une bonne phalange. Donc là, on est dans une opération d'excavation, n'est-ce pas, hein? Comme le dit un candidat, ancien candidat, désormais président. Drill, baby, drill. Voilà Pascal Praud qui drill à l'intérieur de sa narine gauche. Alors attendez, c'est pas fini, mesdames et messieurs. Ne comprennent pas. Voilà, on a vu évidemment Pascal Praud faire une demi-rotation pour aller bien racler la rnouna, aller la faire passer sur la paroi de la narine et la récupérer avec un mouvement de crochetage, aller la récupérer sous l'ongle du petit doigt. Et attendez, mesdames, messieurs, c'est là le clou du spectacle, évidemment. La dernière étape, celle dans laquelle le magicien se révèle dans toute sa gloire aux yeux du public. Mesdames, messieurs, c'est maintenant. Cette décision. Et voilà. Le petit doigt est passé entre les lèvres, un petit coup de dent discret est venu en libérer la boule. La boule magique. Mesdames, messieurs, comment on fait pour faire disparaître une rnouna, hop, d'un claquement de doigts comme ça devant vos yeux? Le geste est technique, il est précis, il est maîtrisé, c'est l'art de la prestidigitation dans toute sa splendeur. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et on peut désormais finir tranquillement cette vidéo. Je dois être très honnête, je ne sais pas. Pascal qui voilà, se penche. C'est intéressant parce que Maud Bréjon... Et il repart, regardez-moi ça. C'est frame perfect, il a à peine le temps de racler ses deux intérieurs de narine, d'aller éjecter une boulette sous la table, d'ingurgiter l'autre à l'intérieur de son intestin, et bim, immédiatement après la fin de l'intervention de son intervenante, il peut reprendre en disant « C'est intéressant ce que vous dites parce que merci ». Incroyable geste technique, une démonstration absolument stupéfiante de Monseigneur Praud, a.k.a. le maître de la rnouna. Pascal, bravo, ça c'est pour toi. Je sais pas si ça part en prod. Vraiment, pardon public, hein, là, vraiment. C'est Major Tom qui nous propose notre deuxième perle. On va probablement assez peu réagir sur le fond. Et voilà, ils sont là. La brochettos, j'allais dire Édouard Balladur, mais il lui ressemble de plus en plus. Je vous demande de vous arrêter. Ce qui est important, c'est la petite pancarte, bien sûr. Comité interministériel de contrôle de l'immigration. C'est bien sûr la priorité du gouvernement, hein, souvenez-vous. Je mentionne qu'il y a une excellente vidéo de Histoire Crépue qui revient sur plusieurs saillies de François Bayrou en matière d'immigration que je vous conseille, qui est intéressante cette vidéo parce qu'elle met bien au jour le rapport ambigu qu'entretient François Bayrou avec la colonisation. On va regarder donc cet extrait, cette séquence. Au-delà du fond, là c'est la forme. Ensuite, il y a une action qui a été déclenchée au plan européen et diplomatique. Comme vous savez, nous avons adopté un texte sur que je ne dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde. Voilà, le pacte asile-immigration. Ah, c'est dur à voir. Hein. Comment commenter cette séquence sans faire de l'agisme? Il y a deux choses. Il y a, il est fatigué, François Bayrou, quoi. C'est terrorisant, il est plus tout à fait là, quoi. Et malheureusement, ça nous guette tous, hein. Donc franchement, ne nous moquons pas parce que on y passera tous. Mais il y a un moment où le ciboulot, il suit plus, quoi. Et là, c'est le cas. Alors, derrière, c'est Bruno Retailleau qui est obligé de lui souffler le mot pacte asile et immigration. Au début, il essaie vraiment très, très discrètement de faire le pacte asile et immigration. En fait, Bayrou, il n'entend pas, donc du coup, Retailleau essaie de lui dire une deuxième fois.
Voilà, il a toujours pas entendu. Ah voilà, ça y est, il s'est rendu compte qu'on lui parlait. Au-delà des difficultés de François Bayrou, bon, qui sont inquiétantes par ailleurs, hein, parce que bon, quand tu es à la tête du gouvernement de la République française, particulièrement dans un moment aussi dramatique que celui-là, avoir un chef du gouvernement qui est toute sa tête, ça a pas l'air mal quand même. Mais à côté de cela, là où politiquement, dans cette séquence, il y a quelque chose qui est vraiment dramatique, François Bayrou, il sort d'un comité interministériel de contrôle de l'immigration. Et vous avez Bayrou qui se souvient plus du nom du texte en question. Cet homme-là qui prétend parler de submersion migratoire, qui depuis le début de son entrée en fonction professe son opinion savante sur l'immigration à coup de moult comparaisons faisandées avec un village cévenol ou béarnais ou je sais pas quoi, on se rend compte qu'il ne connaît rien au sujet. Soit vraiment il y a des neurones qui sont en train de se désintégrer, auquel cas il a toute notre sympathie et c'est terrible et force à lui parce que encore une fois je pense que c'est dur et qu'on y passera tous. Par contre dans ce cas-là frère, juste rends ton tablier quoi. En plus d'être illégitime, idiot et incompétent, si en plus il a pas toute sa tête, je veux dire, à un moment donné le cocktail devient quand même explosif ou il y a peut-être qu'Amoxel fait. Bon on continue parce que vous croyez que c'est fini. Le pacte asile-immigration. Il est content. C'est le mot que je cherchais. Eh oui, on a vu. Hein. Pacte asile-immigration, il concerne, il implique des évolutions de la législation. Là il improvise là. Ce pacte asile-immigration, il touche une directive et 9 règlements. Il avait perdu le mot règlement. Si tu pars du principe que c'est l'un des sujets essentiels, capitaux, cruciaux, dont il faut absolument s'emparer, bah tu t'en empares, non? Il ne bosse pas, c'est un glandeur, il improvise tout, il improvise ses interventions, il improvise sa défense, il improvise ses conférences de presse, il a pas taffé ses sujets, il connaît rien à rien, c'est un pur amateur qui se retrouve à la tête du gouvernement. J'avoue, Elisabeth Borne, elle est en train de broyer son bras là. J'ai signé hier soir une lettre de mission. C'est dur, hein. Qui demande aux 3 inspections générales, l'inspection générale de la police, l'inspection générale des affaires étrangères. Il a besoin d'un souffleur, c'est dur. Hein. Regardez, Elisabeth Borne, elle essaye de sortir du cadre. Si je vais assez... Peut-être à un moment donné, peut-être on ne verra plus. Là c'est bon, on ne voit plus là c'est bon. Elisabeth Borne, elle se décale toute sa vie, regarde-moi ça, elle est en train d'essayer de partir. Or, entre 2 pays souverains... C'est là, c'est le moment. Je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Entre 2 pays souverains... Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... Entre 2 pays souverains. Là c'est terrible, hein. Il y a vraiment 10 personnes avant qui lui ont dit c'est dans le pupitre. C'est dans le pupitre, François. Ah là, et puis il n'arrive pas à le reposer derrière, ça il galère et tout. Oh là là entre 2 pays souverains, des accords... Ça y est, Retailleau, il est parti. Retailleau, il en peut plus. C'est toujours difficile à traiter ce genre de séquence parce que clairement, il est plus complètement là. Hein. Que ce qu'on ait vu là, ce soit parce qu'il perd la boule ou parce que c'est un branleur et qu'il a pas bossé ses dossiers ou les deux, dans un cas comme dans l'autre, c'est tout à fait embarrassant et c'est tout à fait inquiétant pour celui qui est encore, à ce jour, le Premier ministre de la République française. Il y a une phrase qui dit « On a les dirigeants qu'on mérite ». Pour le coup, on n'a pas voté pour eux. Heureusement que vous avez voté pour le nouveau Front Populaire. Qu'est-ce que ça aurait été sinon? Allez, on avance. Perle suivante, on est sur BFM TV. C'est Vadim Sizonenko qui s'exprime. Il est conseiller à l'ambassade de Russie en France, donc porte-parole de Vladimir Poutine évidemment. Apparemment, c'est réjouissant, semble-t-il. Zelensky n'est plus président légitime. Pourquoi? Son mandat présidentiel a expiré il y a 10 mois, il y a une environ. on est en état de guerre, donc ils ne peuvent pas organiser des élections. La constitution ukrainienne ne prévoit pas la prolongation du mandat présidentiel. La constitution russe ne prévoyait pas non plus la prolongation éternelle du mandat de M. Poutine. Ouais. Mais c'est réjouissant, l'arroseur arrosé évidemment hein. Alors franchement déjà, et paf, remonte ton slibard, l'otard. Ça fait du bien de voir les porte-paroles du Kremlin là être un peu réduits au silence sur les plateaux. Deuxième élément évidemment, tout son argument est faux puisque quand il dit la constitution ukrainienne ne prévoit pas que les élections puissent être suspendues. La constitution, je ne sais pas, mais la loi ukrainienne le prévoit, puisque l'Ukraine est aujourd'hui sous loi martiale. Pourquoi l'Ukraine est-elle actuellement sous la loi martiale? Parce qu'elle a été agressée militairement par la Russie, et la loi martiale ukrainienne prévoit que les élections puissent être suspendues
durant le temps de la guerre. On peut toujours contester une légitimité, mais par contre, on ne peut pas en aucun cas, et c'est ce qu'il fait ici, contester la légalité de son maintien au pouvoir. Donc l'argument est faux. Par ailleurs, comment tu fais pour organiser des élections quand 20% de ton territoire est occupé par une puissance étrangère agressive? Tu peux pas en fait. Et dernier argument, certes il se prend un sacré chaos rhétorique, alors c'est à ça que ça ressemble, hein, un chaos rhétorique. Ouais. Dans la famille incompétent il se pose là, il y avait des arguments à répondre. Monsieur, la constitution russe a été révisée et donc elle prévoit aujourd'hui tout à fait que le président puisse se maintenir au pouvoir. Les Russes ont révisé leur constitution comme je crois vous l'avez fait en France régulièrement. Ça c'est du tac au tac. Ça, là l'argument il doit fuser, il doit être immédiat. C'est-à-dire que la situation de Poutine aujourd'hui c'est bien tout le problème, c'est qu'elle est légale. Par contre pour le coup elle est complètement illégitime puisque à côté Vladimir Poutine il opprime ses opposants, il les pourchasse, il les assassine, il les fait mourir en prison sur son territoire et par ailleurs il n'y a pas de pluralisme de la presse au sein de la Russie aujourd'hui. Donc là pour le coup dans la famille dictateur j'ai envie de dire que là t'as quand même quelques signes. Bah c'est une quiche quoi, voilà. Écoutez mesdames messieurs, la fameuse quiche russe. Ça faut qu'on le voit quand même ensemble. Est-ce que vous avez vu mesdames messieurs la une du Figaro Magazine le 8 mars dernier, journée internationale des droits des femmes. Le Figaro Magazine choisit ce jour-là pour poster cette photo. Vive les hommes, le manifeste de Frédéric Becbédé. C'est bon, on vous dérange pas là? Le Gorafi a pas osé le faire. Putain, t'as raison. Au moins, pour le coup, on peut pas vous faire le procès de la lâcheté. Là, il y a quand même une forme. On peut admirer ça, il y a une forme d'audace. Ils ont au moins le courage de leurs convictions. Moi, je respecte ça. Je préfère quelque part la droite qui s'assume antiféministe, parce que là, pour le coup, au moins, tu peux combattre à armes égales, que la droite qui fait des grands manifestes de féminisme la main sur le cœur, en t'expliquant que c'est notamment la grande priorité nationale pour 2 quinquennats entiers, et qui derrière n'a absolument aucun résultat. Hein. Faut regarder la une de Madame Figaro. Regardez en effet, Madame Figaro du 7 mars, donc la veille de la journée internationale des droits des femmes, spécial accessoire fantaisie sur un air de printemps. Pardon, mais il y a des priorités. Bien sûr, ils voulaient faire leur une sur la journée internationale des droits des femmes. Je veux dire, ils savent que c'est important. Ils sont pas, enfin, je veux dire, c'est Madame Figaro. Ils sont pas idiots. Mais c'est le printemps, il y a des accessoires fantaisie. Le retour des certaines, mesdames et messieurs, il faut en parler. Mais je veux dire, c'est important. La journée internationale des droits des femmes, il y en a une toutes les ans. Alors que le printemps, mais non, mais tu es de mauvaise foi. Voilà, Myris dans le chat, tu es de mauvaise foi. Pardon, mais ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est vraiment la mauvaise foi, ça je suis sûr que t'es de gauche, voilà, ça c'est la mauvaise foi de la gauche. Mais c'est juste insupportable. Alors que le printemps ça revient tous les ans. Eh ben non Myris, enfin oui bien sûr, mais c'est pas de ça qu'on parle. Tu fais mine de pas comprendre que là c'est le retour des serre-têtes. Et ça c'est pas tous les ans, enfin ça fait depuis les années 90 qu'on attend ça, mais ah là 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 là. Moi ce que je vois, c'est que c'est le retour des serre-têtes, c'est que c'est le retour de la fantaisie, c'est que c'est le retour du printemps, et les Françaises et les Français ils ont besoin du printemps. Oh c'est printemps. Tout était gris, tout était triste, il y a Trump, il y a machin, il y a bidule, alors que le printemps, voilà, ça met du baume au cœur, ça fait plaisir. Vous allez même réussir à priver les Françaises et les Français des dernières joies qui leur restent. Le printemps, les serre-têtes, la fantaisie, un tout petit peu de bonheur, vraiment. Vous me dégoûtez. La pierre maîtresse au milieu du collier de perles, nous allons évidemment écouter Elon Musk qui voit en ce moment sa fortune fondre comme neige au soleil à mesure que les actions Tesla perdent de la valeur. D'une part parce que du fait de la politique économique aberrante de Donald Trump, la bourse américaine est en train de dévisser et donc ses actions également, mais surtout il y a un mouvement de boycott de Tesla qui s'est organisé à l'échelle mondiale et qui est en train de porter ses fruits. Les ventes de Tesla s'effondrent notamment en Europe. Voyons donc comment réagit Elon Musk. On lui pose précisément cette question. Monsieur Musk, bientôt vous serez plus l'homme le plus riche du monde. Qu'est-ce que vous en pensez? How are you running your other businesses? With great difficulty. Yeah, I mean... But there's no turning back, you're saying? I'm just here trying to make government more efficient. Miskin, il est triste. Je déteste cette expression. Mais en l'occurrence, pour le coup, en effet, mes yeux sont secs. J'ai du mal à avoir de l'empathie pour un néo-nazi qui détruit le débat public dans les pays européens, qui fait de l'ingérence dans les élections nationales, notamment en Allemagne, qui s'est fendu de ni plus ni moins que 2 saluts nazis avec une jubilation que l'on a tous vue et qui, derrière, a tenté, est encore en train de tenter, non pas une meilleure efficacité
dans l'administration fédérale américaine. Non pas de lutter contre la fraude et le gaspillage, mais de tenter tout simplement de démanteler l'État fédéral, voire d'y opérer un coup d'État administratif purement et simplement. Là, effectivement, notre empathie a des limites. Même moi, qui suis pourtant plutôt dans le versant de l'empathie, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir à quel point les gars sont des gugus, quoi. Alors, ils font pas rire. Ils savent pas ce qu'ils font, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Sauf que derrière eux, il y a des intérêts qui, eux, sont structurés. Le projet politique dans son ensemble, s'ils arrivent à le mener à son terme, il est littéralement fasciste. On a du mal à savoir si, en fait, Musk et Trump, c'est vraiment des monstres qui sont en train d'essayer de créer une dictature absolument oppressive pour les droits et les libertés des minorités, et pas seulement des minorités. Ou si c'est des clowns qui savent pas ce qu'ils font et que t'as Trump qui fait nimp et qui est en train de torpiller sa propre économie, t'as Musk qui fait nimp et qui est en train de torpiller ses propres entreprises. Et il faut essayer de naviguer entre ces deux sphères, quoi. Et puis voilà, les larmes d'Elon Musk, on va pas se priver de les déguster. Et en même temps, il faut pas oublier que l'homme que l'on voit là, il est encore en train de tenter d'opérer un coup d'État sur l'administration américaine. Ne rions pas trop des clowns, parce que parfois il y a un moment où ils cessent de faire rire. Voilà YouTube pour le retour des perles de la semaine, même de ces 2 ou 3 dernières semaines. J'espère que ça t'a plu. On navigue comme toujours entre rire et dépression, c'est un peu le thème de ces vidéos. Évidemment, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, voilà, ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux. Je te dis à bientôt.